Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 2 juin 2025 dans le bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous enregistrons déjà, l'avant-dernier épisode de cette saison du Masque et la Plume dans le cul. Eh oui, je suis désolé. Ce mois-ci est un peu particulier puisqu'il s'agit du mois des fiertés. Et qui dit mois des fiertés LGBTQIA+, dit pinkwashing. Alors, littéralement, ça veut dire lavage rose. Et non, ce n'est pas le nom qu'on donne aux expérimentations capillaires des personnes queer quand elles sont en dépression. Non, le pinkwashing, c'est l'utilisation de stratégies de communication par des compagnies privées ou des États qui mettent en avant des messages de soutien à la communauté LGBT+. L'objectif est d'améliorer leur image et d'élargir leur part de marché sans pour autant participer à l'amélioration des conditions matérielles de vie des personnes de la communauté. L'exemple le plus commun, ce sont les multinationales qui mettent leur logo aux couleurs arc-en-ciel pendant le mois de juin. Ou, si vous êtes l'armée israélienne, c'est de brandir le drapeau LGBT sur les ruines de la bande de Gaza après l'avoir décimé, au nom, je cite, de l'amour. On peut aussi penser à l'album Renaissance de Beyoncé. Oui, c'est polémique. À l'intégralité de la carrière de Karine Le Marchand, au statut d'intermittent du spectacle, mais également à cette pâtisserie à la pistache appelée Le Gland. Voilà. Ou encore, tout simplement, à Decathlon, parce qu'un magasin entier avec des mousquetons et des polars quechua, si ça, c'est pas un attrape-à-gouine, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il était bon, le temps où l'on s'entendait tous sur le fait qu'on était en train de se faire utiliser par le capital et où l'on débattait pour savoir si on devait prendre la thune ou pas. Car oui, depuis la réélection de Donald Trump aux États-Unis, de nombreuses marques ont tout simplement mis fin à leur politique de diversité et d'inclusion qui était le peu de vernis queer-friendly qu'on avait. Alors, vous me direz, est-ce qu'il vaut mieux du vernis de mauvaise qualité ou pas de vernis du tout ? Il n'y a qu'à rencontrer un hétéro-queer dans un tiers-lieu du nord-est parisien pour savoir que le dilemme reste entier. Est-ce qu'il se peint les ongles parce qu'en questionnement ? Ou est-ce un moyen de signaler qu'il a l'huile Mona Chollet pour essayer de choper la meuf à PD de la soirée ? Comme pour le pinkwashing, nous recommandons d'agir au cas par cas. Et dans ce contexte paradoxal, et malgré nos appels répétés à Jeanne d'Arc, C8, les Balkany ou encore Rachida Dati, nous n'avons pas réussi à les convaincre de mettre la main à la poche. Alors, pas d'inquiétude à avoir pourtant. Babouche et moi-même ne remettrons pas en cause le modèle traditionnel de la famille. Il est très clair que nous sommes inscrites au programme célibat de longue durée du Festival d'automne, car je vous le demande, qui d'autre que des célibataires de carrière pour avoir déjà réservé 50 spectacles de théâtre pour la saison 2025-2026 ? Voilà, très clairement, on n'a pas de dîner aux chandelles de prévu. Alors, malgré tout ce qu'on peut dire sur le pinkwashing, c'est pas parce que c'est mal qu'on n'en veut pas. Au contraire, on en veut et comme à notre habitude, on en redemande. Ah, attendez, je viens de recevoir un message. Vous êtes des LGBT ? J'adore les gays. Est-ce que vous voulez venir dans mon émission ? Il y aura Thomas Joly signé Daphné Burki. Oh my God, ça y est! La thune du capital rose va couler, champagne pour tout le monde! Soyez fiers, soyez sex, soyez queer, bon mois de la fierté, c'est parti pour le masque et la plume dans le cul! Et merci à Ous, notre régisseuse, d'être avec nous ce soir. Et merci à ce générique qu'on a toujours autant plaisir à écouter et qu'on compte bien voir à l'Eurovision l'année prochaine. Et parce qu'il n'y a pas de marche de fierté sans drague ni porte-parole politique, nous avons avec nous ce soir celle qui serait sûrement arrivée en retard lors des émeutes de Stonewall, Babouchka Babouche. Bonsoir, attendez, la bière est là. Bonsoir, ça va ?
Alors, pour répondre à vos questions, non, je n'étais pas à Cannes. Hein, voilà. Et si j'étais dans la cave, c'est justement pour cette raison. Parce que je voulais pas y aller à Cannes. Or, si j'étais sortie, la Juliette Binoche, elle m'aurait forcé à y aller. Hein. Je suis arabe, gay. Elle m'aurait rajouté au mouvement Femmes, Veille, Liberté. Enfin, je ne sais pas. Elle m'aurait forcé à aller à Cannes. Et je n'avais pas le temps. Et avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une cinéaste et photographe à l'imagerie sensuelle, baroque et érotique où désir, hémoglobine et lesbianisme se côtoient pour nous emmener dans un univers fantastique envoûtant. Elle est jurée au Festival du film de Fès qui fête ses 10 ans cette année et qui se déroule du 20 au 29 juin dans plusieurs salles en région parisienne. Mais elle n'est pas que jurée. Elle en a même réalisé la bande-annonce. Et oui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Laurence Agodins. Bravo. En plus, j'ai eu peur quand t'as dit, quand t'as parlé de drague, je me suis dit, est-ce que c'est pour moi, sachant que c'est une blague récurrente, des dragues, toujours des dragues. Alors, Laurence, tu as réalisé plusieurs courts-métrages et clips, et tu as commencé par la photographie. Comment tu es passé de la photographie au cinéma et comment les choses sont différentes? Est-ce que tu te poses les mêmes questions quand tu prends des photos que quand tu filmes? Pourquoi l'image, des fois, elle bouge et des fois, elle bouge pas? Exactement. Wow, et c'est tellement large. En gros, oui, j'ai commencé en tant que photographe et je pense que c'était... par où prendre cette question mais oui, c'était... Je pense d'abord pour amener l'idée de... En fait, c'est ça. Je l'ai mon autoroute pour cette question. C'est que quand j'écris, j'aime beaucoup l'idée d'avoir comme ça des images très fortes. Et en fait, après, j'écris autour de ces images pour qu'en fait, le scénario fasse aller d'une image à l'autre. Alors, je pense que c'est la pire technique pour écrire parce que vraiment, en termes de structure, c'est catastrophique au final. Non, il y a les frères Dardenne aussi. Hein. Ouais, je trouve que... Ouais. Récemment, je travaillais sur le clip de Sarah Maison. Sarah Maison qui est avec nous ce soir. Mais on y reviendra plus tard dans la discussion. Et entre deux plans, Nina, du coup la chef opératrice avec qui je travaille, m'a dit très Xavier Dolan. Bref. Eh bien, on en reparlera justement. Vrai, pour répondre plus sérieusement, oui, je pense que ça venait, le désir de photo, il venait d'un truc très... du coup, d'avoir des tableaux très forts, je pense que ça venait... de l'autoportrait en fait, et du fait d'être toute seule, de n'avoir que mon intimité à prendre en photo d'abord, et du coup de pas oser proposer ça à d'autres personnes parce qu'il y avait une forme de honte des idées, tout ça, de proposer des tableaux un peu des univers hyper queer dont on a super honte très tôt. Et du coup, ça c'était le rapport à la photo, et je pense qu'en fait ce qui pourrait accompagner l'idée de passer de la photo au format image mouvante, comme tu disais, c'est un peu ce truc de sortir du placard, désolé pour vraiment cette métaphore grotesque, mais de juste prendre ses idées et dire en fait les assumer avec plus de personnes et les faire incarner par d'autres personnes, quoi. Parce qu'il y a vraiment un truc de sentiment de la honte qui passe à... Enfin bref, de manière générale, je pense que... Ces autoportraits, tu les continues encore aujourd'hui, c'est un projet au long cours. Oui, grave. En fait, je pense qu'il y a je ne l'ai pas du tout conscientisé comme ça, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte, on en parlait juste avant cette discussion, via les films expérimentaux, toute cette histoire du cinéma expérimental queer, qui est en fait un cinéma d'abord sans argent, et qui du coup, comme il n'y a pas d'argent, on se photographie, on se filme nous-mêmes, et en fait, ça depuis mais vraiment les années 30, quoi. Et qu'en fait, il y a une véritable histoire de raconter les corps queer, les visages queer et tout, avec... des espaces hyper clos, les espaces du studio qui deviennent les espaces queer, et en fait ça va de oui, forcément de Pierre et Gilles à Derek Jarman à Kenneth Anger à Barbara Hammer à Babouche Kababouche. Non mais voilà, je pense que... Attends, c'était quoi la question exacte? Je ne sais pas. Ouais. Je n'en ai aucune idée. Et donc, tu es aussi très inspiré par le fantastique, et notamment les giallo italiens, et notamment le cinéma de Dario Argento. Pardon, les gialli. Les gialli, ouais. Je suis la plus grande défenseuse de la cause du giallo, mais jamais je passerai dans cette catégorie de gens qui disent gialli au pluriel. Ça, jamais de la vie. Donc le film le plus connu de Dario Argento, c'est notamment Suspiria, si certaines l'ont déjà vu. Ça vient d'où cet intérêt pour le cinéma fantastique de cette époque? Et les femmes qui meurent violemment. Ça. Mais en gros... en fait, j'ai d'abord, très simplement, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que je les ai vus assez tôt, et je pense que je n'étais pas
forcément préparé à les voir assez tôt, mais du coup, en fait, c'est tissé un lien hyper bizarre, moi, dans la manière dont je recevais dans ma psychologie d'enfant puis d'adolescente trans en construction, comment je recevais, enfin, il y a un véritable rapport à l'intime dans ces films-là, parce que c'est des femmes qu'on va tout le temps prendre en proie, donc seules dans le cadre, tout le temps, dans la nuit, dans des intérieurs, qui du coup, en fait là je le dis en parlant, mais peuvent rappeler une certaine forme de tradition des autoportraits queer, parce qu'en fait c'est des personnes seules, prises comme ça, souvent dans des lumières de nuit, dans des lumières nocturnes, comme un peu voilà, des oiseaux de nuit, avec tout le temps des couleurs pas possibles, tout ça. Et en fait, je pense que du coup, il y a eu ce sentiment d'identification, mais qu'en fait, je ne percevais pas, je ne savais pas exactement comment je m'y identifiais. Et c'est un truc qui m'a travaillé longtemps. Et en fait, c'est un chemin que je fais depuis assez récemment, de comment, en fait, par ce rapport à la violence qu'elle reçoit, parce que du coup, les Djihali, je vais le dire pour la première fois de ma vie ce soir. Non, mais faut pas dire ça, moi non plus, je dis pas ça, je voulais juste faire l'intéressante. Mais du coup, en fait, oui, c'est des femmes qui meurent atrocement et c'est très sexuellement, qui sont voilà, des objets sexuels et érotiques et violents et violentés. Et du coup, j'ai un boulevard là sur le Giallo, je peux pas. D'ailleurs, parce que dans ton premier cours, Nos lèvres sont les miennes, tu fais justement un montage de plein d'extraits de films où tu mets en lumière en fait tous ces corps femmes qui se font violenter et en même temps tu te le réappropries après dans tes films et dans ce film là aussi tu crées un discours politique là-dessus. Pourquoi pour toi justement c'était un endroit intéressant à se réapproprier? En fait, je pense que c'est pas la fin, ça va sonner genre vraiment. Bon, il y a une interrogation, oui. Comme c'est formulé, c'est la pire évidence du monde, mais il y a un rapport sur l'image et le fait de recevoir l'image et de regarder, est-ce que c'est l'image qui me regarde? Je peux pas supporter de dire ça, waouh. Mais alors il y a plus évident quand même. Mais j'y viens. J'y viens dans un second temps. Et évidemment. Mais en gros, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai eu plusieurs lectures de ce film-là, et souvent la première lecture qu'on m'en fait, c'est la lecture de critique, que c'est un film qui critique, et en fait, pas du tout. Je pense que c'est un film sur la fascination de ce truc d'en fait être un corps femme et en fait avancer, évoluer, transformer son rapport à l'espace continuellement, et du coup son rapport au cadre en même temps. En étant un fétiche sexuel et en étant réceptrice de violence. Et donc ça, évidemment, voilà, c'est transcoded as fuck. Et en fait, et c'est ce truc de genre traverser la nuit. Et en fait, tout ce film, c'est que des femmes qui traversent. En fait, oui, il y a une période... où je marchais tout le temps au moment où je faisais ce film. Vraiment, on est sur du Léo Ferré. Vraiment, je marchais la nuit. Mais en gros... Et en fait, j'avais... Et ouais, ce truc de... En fait, ce qui me fascine profondément, c'est comment tu peux recevoir, comment le corps femme reçoit autant de violence, en est marqué, en garde profondément les marques et continuer d'évoluer. Et en fait, il n'y a aucun moment n'est questionné le fait que ce corps va s'arrêter d'évoluer jusqu'à être morte, jusqu'à après la mort, jusqu'au stade de cadavre. Et c'est ça qui est trop intéressant dans les giallo, c'est qu'il y a un rapport complètement... obsessionnelle à la mort, et au fait que la mort, elle interrompt pas du tout ce processus de femness, en fait. La femness, elle est en construction au-delà de la mort. Et voilà, bon, c'est hyper théorique, mais c'est tellement applicable. Et ce que j'adore et ce que je défends vraiment dans le giallo comme un peu mon cheval de bataille, c'est que c'est un genre qui en fait est le portrait parfait de la société de son époque. Et comme c'est un genre avant tout populaire et que c'est le seul genre de film qui sort dans toutes les salles de l'Italie à ce moment-là et qui est le seul genre de film à sortir dans les cinémas de campagne où en fait les films intello de Antonioni, de Fellini ne sortent pas, et ben en fait c'est que ça catalyse absolument tout ce qui se passe dans la société italienne de l'époque et toutes les peurs, tout ce qu'on pense réellement de à quel point la femme fait peur à ce moment-là, à quel point elle catalyse les restes du fascisme en Italie, à quel point elle catalyse ces formes de pouvoir qui font peur. Et en fait, tout ça, je pense que le giallo, ça fait 5 petites années que le giallo est en train de revenir à fond dans toutes les dans tout le cinéma contemporain. Ouais, c'est tendance. Ça a jamais été aussi tendance. Et je pense que si ça ressort, c'est aussi pour cette raison-là. C'est qu'en fait, il y a une sorte de cri comme ça, de chant du cygne hyper violent qui
qui parle forcément. Enfin, je sais pas, par exemple, j'ai vu il y a 2 semaines, j'ai vu Sinners. Sinners, en vrai, à un endroit, c'est un film qui aurait pas pu exister sans la tradition du giallo et de cette hyper violence en fait catalysé par le fantastique et par le mystère des questions genre humaines et relationnelles Et puis c'est un type de film facile à critiquer finalement, vu que le désir est très premier degré, quoi. C'est vraiment. Ouais. Du coup, toi, tu nous recommanderais lequel des Dario Argento? Ton petit préf, ton petit Alors, chouchou? Dario Argento, mon préféré, mais je sais même pas si Dario Argento c'est mon. En fait, Dario Argento, c'est celui qui presque, pour moi, il fausse un petit peu ce truc du giallo parce que c'est le plus intellectuel de tous. Et lui, il va vraiment faire des vrais exercices de style qui sont magnifiques, mais qui sont un petit peu moins. Fais-nous ta réponse HPI, y a pas de problème. Non. Mais Phénoména, c'est mon préféré. J'adore, de yes. très loin. Bah, c'est celui des queers, quoi. Si juste pour vous le pitcher, c'est une girlie qui est dans une pension de jeunes filles en Suisse et qui en fait parle aux insectes et va utiliser le fait qu'elle parle aux insectes et qu'elle est autiste, basically, pour partir à la fin, genre à la recherche d'un serial killer en fait qui démonte des filles dans la région et voilà. Moi, je pense que c'est Inferno parce qu'il y a vraiment des belles couleurs. Mais je suis bien, c'est mon deuxième préféré. Et c'est une réponse très Ça va, intellectuelle à votre... Et justement, on parlait du désir et aussi de la tension entre désir et mort. Il y a toujours une dimension très érotique essentielle dans tes films, quelque chose de très lesbien aussi. Comment tu travailles cette question du désir lesbien, notamment dans une perspective trans? J'aime beaucoup l'ajout de la... notamment dans une perspective trans. Mais en gros, déjà, c'est hyper lié à ces références-là, parce que je parle du giallo, mais il y a aussi d'autres traditions, un peu du fantastique à la française, genre Jean Rollin, toute cette exploitation dans toute l'Europe, années 70-80, où en fait, il faut des fétiches lesbiens, parce que ça marche, et ça marche dans les salles porno, en fait. Est-ce que tu cloques Jean Rollin? Je cloque grave Jean Rollin, c'est Rose, c'est Rose ici même, Rose du coup qui a une actrice qui a joué dans beaucoup de mes films, à qui en fait au tout début, quand je lui ai envoyé le premier scénario pour qu'on travaille ensemble, qui m'a dit mais en fait Jean Rollin c'est une grosse transfemme. Mais parce que moi j'en ai vu plusieurs et je me faisais réflexion. Jeanne Rollin, enfin vraiment je vois pas d'autre explication. Cette personne s'identifie plus aux personnages féminins qu'aux autres. Mais quoi. vraiment, mais en fait c'est une autre autoroute sur Jean Rollin, mais en fait vraiment ça c'est hyper important. Le cinéma de Jean Rollin est énormément relu en Amérique et beaucoup moins en France. Et en fait, il y a un bouquin incroyable qui est sorti, qui se concentre intégralement. C'est que des essayistes un peu féministes canadiennes et des États-Unis et du monde entier qui relisent tous les films de Jean Rollin par rapport à des questions de genre, des questions de classe, des questions de géographie et des questions de féminisme, et c'est ouf. Genre en fait, Tu as lu le livre ou tu en rêves? j'ai lu des passages parce que le livre il est hyper. Il y a des chapitres qui sont plus attirants que d'autres et il y en a certains qui sont. C'est en anglais. C'est comme les parties du corps. Et notamment, il y a un chapitre sur fascination qui est. Ouais, j'ai pas relevé ta blague. Mais tu peux la laisser au sol. Hein. Tu me mets dans des autoroutes. Non mais il y a des superbes choses au sol qui n'ont pas à être ailleurs. Hein. Et Genre on les parlait plantes. recommandations. J'ai pas du tout répondu à la question. Non, mais tu veux je répondre ou pas? je peux. Ah, vas-y, réponds, Mais en fait, avec du coup, plaisir. et du coup, dans ces films, il y a grave ce truc de lesbianisme à tous les étages, parce que c'est un fétiche et parce qu'il faut que ça marche. Et moi, Je parle par geste à ma co-animatrice. et il y a un Je Émission t'écoute. audio. Il y a un truc que j'adore, c'est que ces représentations-là, j'ai pas envie qu'elles passent forcément par des critères moraux. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Surtout à partir du moment où moi, ma féminité, elle est tout le temps passée par des critères moraux de bonne, mauvaise féminité, performer, pas performer. J'ai pas du tout envie de réappliquer ça aux féminités que je reçois dans les films. Et du coup, ces féminités lesbiennes, en fait, je trouve ça... et il y a beaucoup, c'est une question qui se pose grave. On est parti pas du tout sur une analyse filmique, mais sur une analyse théorique. Mais... Enfin, ça veut rien dire, mais en gros, j'aime trop le fait que ces représentations, peu importe du coup la moralité qu'on y applique et tout, et ben en fait elles existent en tant que représentation, et du coup que c'est archi important de les incorporer au corpus de films sur le lesbianisme, au moins pour soulever des questions de c'est quoi la réalité de ce qu'on attend d'un couple lesbien filmé à ce moment-là dans les années 70, et du coup. J'ai répondu en même temps sur la question trans. J'adore, j'ai l'impression qu'on fait un peu la cinémathèque française ce soir. On est grave trans inter même. On pas parlera la plus blague. tard du film peut-être Les Lèvres Rouges, qui je trouve donne l'acmé de ce désir lesbien sanglant et... J'ai eu une discussion trop intéressante dessus récemment justement.
Mais je sais que tu as beaucoup de discussions intéressantes. Malheureusement, je crois que c'est maintenant moi. Non, c'est pas encore toi. Moi, je voulais c'est pas poser. moi Non. Moi, je voulais poser la question. Non, mais ça arrive. Toi, ton ok, moment, dans ton le moment res- arrive. Ok, dans le respect. Ok. Dans le respect. Je voulais savoir, justement, si tu avais un film ultime autour du désir lesbien. On parlait reco, tout ça. Moi, je veux ton avis. On a parlé de cette question tout à l'heure parce que Je pense que ça va pas être la vie d'Adèle. parce que Ah bon? ouais, bref. Est-ce qu'on va parler de Keshish tout de suite? Mais bref, non. En fait, évidemment, la vraie réponse qu'on la connaît. En fait, la réponse évidente sous notre nez là sur cette table, c'est Band. Mais après, je me suis dit. Tessa Wachowski. Mais je me suis dit, parce que notamment, en fait, j'ai vraiment une take que en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a un vrai problème à aborder le lesbianisme en dehors de questions profondes de performance, de genre et de corps. Et je trouve que en fait, il y a très rares sont les films qui en fait embrassent des trucs de sexualité, de désir lesbien avec ces trucs vraiment au centre, enfin, vraiment en partant du corps et de la performance. C'est un petit peu la subtilité, elle est un peu à expliquer, mais en gros, Elle est subtile. elle est subtile. J'ai envie de répondre aussi, j'ai grave envie de, franchement, Benedetta de ouf. Yes. Et, On adore. J'adore. Et vraiment, hier, en fait, j'ai relu un trop beau texte sur le rapport au corps dans Benedetta et ça m'a vraiment ému de le relire. Et je sais pas s'il y a des liens qu'on peut mettre dans le podcast ou quoi. Enfin, sur la Mais fais un lien oral déjà. Qui a écrit ce texte? C'est une- On le Envoyer postera Oui, sur notre des page liens en Instagram, le masque et la story. plume DLQ. Voilà, faut suivre sur Instagram. C'est une essayiste féministe américaine qui adore Paul Verhoeven et qui a fait beaucoup de reviews et de critiques sur Benedetta et ça m'émeut profondément. Hier, je l'ai revu et la première phrase du film, c'est ton corps est ton pire ennemi, un truc comme ça. Il vaut mieux que tu ne te sentes pas trop bien dedans au moment où elle l'habille. Et après, tout le rapport au corps. En fait, c'est ça que je trouve ouf, c'est que c'est pas un film sur le lesbianisme, c'est un film sur le rapport au corps et le corps femme et la performance qui est faite de ce corps femme tout le temps. Ça, c'est pour la réponse au grand public. Et après, pour la réponse hyper chiante, c'est un film que je rêve de montrer qui s'appelle The Fox. Qui est un Je ne film connais pas. qui est un film des années 60 qui est complètement invisible et j'aimerais trop le montrer parce que j'ai une copie dans mon disque dur qui est là pour être regardée. Bah, il faut diffuser. Et je faut veux diffuser. trop le montrer. C'est un film comme ça complètement ovni qui est adapté d'une nouvelle, je sais plus de qui, où en fait c'est deux femmes dans une ferme jusqu'au jour où un mec arrive pour en fait s'incruster dans la maison de force et elles mènent une vie de ferme avec un poulailler, une omniprésence de la nature autour d'elles. Et en fait, à l'époque, dans les années 70, en gros, sur l'affiche, il y avait écrit The Fox, symbole du mal, M-A-L-E. Et le film est vraiment fascinant, quoi. Déjà, c'est sublime visuellement. Et en fait, tu as des trucs pour l'époque, pour un film qui n'est pas un objet d'exploitation, parce que c'est pas du tout un objet d'exploitation érotique ou porno. En fait, leur intimité lesbienne et genre... il y a une scène à un moment... Enfin, je veux rien dire, en fait, parce que j'ai tellement envie de montrer ce film. Non, on va pas en parler. On attend, on Que veut fait le le cinéma suspense. Que fait le ciné-club du Brady, hein, vraiment. Exactement, on veut que ce soit diffusé au ciné-club du Brady. Que Et fait d'ailleurs, le puisque tu veux festival parler, Chéri Babouche, Chéri, hein, que fait-il puisque tu veux parler, Barbouche, on a un espace pour exprimer des coups de gueule dans Le Masque et la Plume dans le cul. Dire les termes. Dire les termes. Et donc, comme disait Ségolène Royal, non, je ne me calmerai pas. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, Monsieur Sarkozy. Et toi, Babouche, on veut entendre ta colère parfaitement saine. C'est l'heure du coup de Babouche. Oui, allô? Passe-moi bien, salope. La prochaine fois que je t'entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Alors, comme annoncé lors de notre dernier épisode, j'étais présent au Paris As Book Fair pour participer à une animation, ma foi, fort sympathique, où se côtoyaient des personnes aussi belles que talentueuses, allant de la galerie Glassbox à Masha Kills, en passant par le tiers-lieu Marilène de Plouganou, en Bretagne. Du coup, c'était sympa. Et c'était d'autant plus sympa qu'il y avait un impressionnant imitateur de Brigitte Fontaine qui nous révéla lors du pot de fin de spectacle ceci au couple ouvert et auquel je dirais que je suis ouvert. Hein, voilà. Mais là n'est pas la question. Je tourne la page.
Vous me connaissez, moi, quand je me la donne, donc je me la donne. Et là, je sors de scène, épuisette, quand deux amis de Oomph, me disent, avec choc et fracas, tels des lanceurs d'alerte, m'annonce que Dora Muto est présente à la foire et qu'elle y trie un stand. Là, je dis, mais non. Elle n'était pas présente au truc de lesbienne, là. Le même week-end, il y avait le gros truc de lesbienne de PD, là. Je sais pas. Tu l'as pas du tout, mais si, attendez. Dora Muto était au Paris As Book Fair. Et au départ, moi, je ne pouvais pas y croire. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Déjà, la moitié des gens ici sont trans. Qu'est-ce qu'elle fout là? Puis après, on va vérifier la story. Et en effet, Dora Muto, transforme d'état revendiqué, et il faut le rappeler également, autrice de l'ouvrage intime À fleur de paix, était présente au Paris As Book Fair. Ni une, ni deux. On s'en va en informer la direction de la foire qui nous dit « Mais non, ce n'est pas possible, elle ne s'est jamais inscrite. » Bref, le mystère est entier. Mais un simple passage sur son compte Instagram nous a suffi à révéler ses sombres pratiques. Là, entre deux What I Eat in a Day, l'autrice transphobe de Transmania annonce avoir été obligée de reprendre le stand d'une amie philippine actuellement hospitalisée afin de l'aider à élever ses enfants. Reprendre le stand pour Dora Muto consistant à y aller et à faire des stories. Les queers m'ont repéré, lol. Ils vont penser que je mène une double vie. Bref, Dora, là on se demande que faire. Fallait-il la virer manu militari et finir en une de ces news? Non, non, non. Si on regrettera le temps que ça a pris, on se félicitera du renvoi calme mais effectif qu'a in fine subi la péteuse des belles lettres. Car oui, comme les autres, j'avais envie de l'embrouiller, dirais-je même de l'emboucaner pour mes amis marseillais et de lui offrir l'esclandre dont elle rêvait pour exister médiatiquement. Mais non. À l'ère du bad buzz et de la transphobie, élu hitbag des réacs les plus laides de ta région, mieux vaut rester calme et ne pas nourrir l'oiseau moqueur. Si les miettes vont aux pigeons, Dora Muto n'aura droit qu'au caniveau. Ça dégage! Sans transition, Laurence, tu fais... C'est Ouais, tellement problématique. Alors, tu as fait beaucoup de clips vidéo pour des chanteuses comme Louise Bizou, Thanks for Crying, Dita Von Tears ou plus récemment Sarah Maison, ici présente. Alors, est-ce que tu vois ça comme un film à part entière, une collaboration, une PMA cinéma? C'est quoi un clip vidéo pour toi? Des petits couples à chaque fois, ça c'est sûr. C'est des manières de... Oh là là, mais les réponses que... Écoute, En tu fait, as le récemment, micro, tu un parles. espace récemment, on safe. a questionné l'idée de top ou pas. Ok. De quoi? De top, hein. Tu veux dire d'être sexuellement active? On a questionné le fait que le clip était une manière d'être top vis-à-vis de la caméra et du cadrage. Oh. On a questionné ça. Et c'est quoi? Dans C'est notre quoi être dynamique de bottom, travail. alors? Non mais écoute, ça c'est tout le monde et tout en même temps. Mais bon bref, en fait j'aurais pas dû Ah non, tout le monde est pas tout, non. m'engouffrer sur ça. J'aurais pas dû m'engouffrer sur... Non, en gros, réponse sérieuse, vraiment. Le sexe? Non, bah non mais en fait, en vrai de vrai, c'est grave c'est grave des continuités d'autoportraits et en fait c'est hyper beau parce que moi je suis hyper stimulé. Non mais là je vais employer encore une fois un vocabulaire Tu t'excuses encore une fois, tu connoté. Hyper stimulé, hyper excité à l'idée d'entendre un morceau qu'on m'envoie. Et en fait, du coup, il y a ce truc vraiment en fait, on m'envoie un autoportrait et je réponds par une forme d'autre autoportrait. Et c'est hyper juste ce rapport-là au clip parce qu'en fait, au final, c'est un truc où vraiment il va y avoir une figure centrale au milieu avec l'idée du lip sync, l'idée de centrer quelque chose sur quelqu'un. Et en fait, cet autoportrait pluriel
C'est trop beau parce qu'en fait c'est une continuité de ce que je fais toute seule et du coup là du coup c'est partagé et c'est encore autre chose que le rapport au court-métrage parce que là vraiment la demande en fait elle vient de l'extérieur, c'est vraiment un truc de j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie que tu me filmes, j'ai envie de participer à cet univers et en fait en gros je t'offre cet autoportrait où moi je parle de moi dans ma musique et en fait en échange offre-moi toi ta vision de l'autoportrait avec ce morceau et je trouve enfin je le vois grave comme ça en vrai. Mais moi, ce que je trouve ça beau là-dedans, c'est que de film en film, de clip en clip, on voit que tu as un plaisir à nourrir tout cet imaginaire très référencé, mais aussi à t'en éloigner, en fait. Comme s'il fallait passer par tous ces films pour se trouver soi. Et les clips permettent probablement d'accélérer le processus, vu que s'il fallait attendre d'avoir un court-métrage financé pour progresser en tant que cinéaste... on serait encore chez les Dardenne, quoi. Mais en vrai, j'adore cette question parce que c'était pas une question. Cette réflexion à laquelle je m'empresse de répondre, c'est qu'en fait, ça questionne grave le rapport. En fait, tout le monde répond toujours qualité à la question quantité ou qualité. Et en fait, tous mes modèles, vraiment, et le Giallo en fait partie, c'est des modèles hyper prolifiques où en fait, ce qui compte, c'est l'urgence de l'image, l'urgence de répondre, et je pense l'urgence de raconter plein de trucs d'identité, plein de corps, plein de visages, de questionnements sur le moment, et de peut-être revenir dessus après et tout, mais c'est pas grave. Et en fait, je pense qu'un de mes réalisateurs préférés, c'est Jess Franco. Enfin, c'est vraiment un des exemples qui me parle le plus. C'est un réal espagnol qui est réputé pour être le réal qui a fait le plus de films de l'histoire du cinéma, qui en a fait 200. Alors oui, sur les 200, 250 même, je crois, il y a plein de gens qui disent oui, sur les 200, il y en a genre 30 qui sont excellents, mais qui sont incroyables. Et en fait, tout le reste, il y a un peu de lui partout. Et c'est aussi, pour s'inscrire dans une mythologie plus contemporaine, c'est le modèle Jul aussi. Et en fait, franchement, non mais oui, en fait je supporte pas cette réponse. Au grand public là. Mais non mais en vrai je trouve que c'est grave. Je m'identifie grave avec le truc de quantité et pas forcément qualité parce que parce que moi je fais tout ce que je fais, j'aime grave le faire. Et après comme c'est reçu et tout, c'est autre chose. En plus moi je te soupçonne vraiment d'être de type 1. C'est quoi t'es perfectionniste, je crois. Je pense que t'es pas une tâcheronne. Ouais, ça je sais pas. Mais... je te cloque comme non tâcheronne. Ouais. Et avant de revenir à toi, je suis désolé, j'ai vraiment besoin de parler de moi. Ah vas-y. L'autre jour, j'étais à Marseille et on m'a dit que mon match idéal d'un point de vue astrologique, c'est Jul. Waouh. Genre d'un point de vue astrologique, Jul et moi, on est à 200% compatibles. C'est quoi les signes ? Alors moi, je suis Capricorne ascendant Taureau, Lune Taureau, Vénus en Capricorne. Et lui, il est aussi très Capricorne. Ok. Du coup, je pense qu'on pourrait vraiment être un power couple. De ouf. Mais inarrêtable. Grave. Un T40. Et comme on disait, tu es membre du jury. Le double coming out improbable. Mais peut-être que la France a besoin de ça. Hein. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et donc cet été, tu es membre du jury du Festival du film de Fès, comme on en a parlé, aux côtés de l'artiste et auteur Nantene Traoré et de l'équipe du podcast sur la culture porn N'importe Q. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le festival avec lequel tu as déjà collaboré et un peu ce que tu attends des films à qui tu vas décerner la fessée du jury quand même? C'est un festival que j'apprécie tout particulièrement et c'est trop bien de pouvoir en parler là parce que c'est un festival qui a d'abord cru en plein de cinéma avant ce truc un petit peu de fame ou de... Enfin, c'est hyper particulier parce que oui, il y a vraiment ce truc de faire attention à des propositions un peu plus singulières très tôt, avant d'attendre ce que font beaucoup de festivals et beaucoup de commissions et tout, que en fait le film, la personne est assez maturée, soit un fruit bien mûr pour bien aller le cueillir au bon moment. Et en fait, je salue énormément la démarche de venir très tôt accompagner des gens qui ont besoin de montrer ces films-là. Au moment on peut peut-être citer, on peut donner quelques noms. Les films d'Alexis, les films de Nicolas Médy qui sont hyper chers à mon cœur et en fait qui ont eu très tôt la possibilité d'être vus
grâce à ce festival. Et enfin, quand j'ai fait mon tout premier film et que j'ai un peu parlé pour la première fois de festival avec des gens autour de moi, on m'a dit, tu verras, c'est le festival qui montre le plus de choses en fait que tu vas pas avoir autre part et tout. Et ça m'avait tellement, on me l'avait tellement vendu et je suis allé et vraiment en fait c'est hyper surprenant à chaque fois. Enfin, je peux pas. Et en fait, je salue énormément ce courage-là parce que c'est un courage qui est pas du tout intéressé, qui est en fait vraiment purement honnête dans une démarche d'aller soutenir et les personnalités, les personnes et les gestes de chaque film. Et genre, ça se sent profondément dans la sélection. En fait, il y a un truc qui est pas un truc de aller choper un film coûte que coûte pour une exclue ou quoi, mais c'est juste des beaux films qui ont besoin d'être vus, quoi. Et c'est d'autant plus important que c'est cette année les 10 ans. Les 10 ans qui vont être célébrés dans une soirée que je co-organise avec mon collectif Screen Queens le 24 juin au point éphémère. Les places sont d'ores et déjà en vente. Il y aura un spectacle, des projections, des discussions sur le thème Bimboland. Et des fesses, par conséquent. Oui, bien sûr. Des fesses, Bimboland des fesses. en hommage au célèbre film que tu as forcément vu. Sur lequel? Bimboland. Bimboland. Ah bah va falloir mettre ça sur la watchlist. Hein. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ok. On y revient. Ah mais là à puisque- la maison, si on n'a pas vu Bimboland, on regarde Bimboland. Hein. Qui a vu? Ah, je crois qu'il y a Amanda Lear dedans. Non, oui, il y a Il y bien a sûr Amanda évidemment Lear, qu'il y a ouais, Amanda ouais. Lear On dedans. va bien regarder ça. Casting iconique. Et justement, pour t'entraîner à ce rôle de membre du jury, nous avons un petit questionnaire cinéphile spécial Festival de Cannes ou de Cannes, selon les envies, intitulé Yes We Can ou No We Can Not. Alors, première On a question. beaucoup réfléchi à la formule. On a beaucoup réfléchi. Yes We Can, No We Can Not, la vie d'Adèle. Yes, we can. Waouh. De Oh, ouf. De ouf. Non, grave. Ok. Ouais. Elle met ses pieds dans le plat de pâtes. ok. Yes We Can, No We Cannot, Céline Sciamma. Vrai, oui, aussi, oui, de ouf. En fait, c'est juste parce que. Même je sais que- petite maman. Mais non, mais parce que. Bon, c'est pas. Non, enfin, c'est juste pour répondre de manière hyper concise à ça, parce que tu me posais la question rigolant juste avant. Je savais que ça allait arriver. C'est juste que, en fait, moi, enfin, la visibilité de son cinéma, elle est folle et tout. Enfin, genre, vraiment, je suis hyper. C'est juste qu'en fait, moi, dans un truc de juste pure identification, ce qui m'a vraiment permis un peu de me trouver. Enfin. C'est les féminités déviantes et en fait son cinéma m'a un petit peu plus mise à l'écart de ça que aidé, mais en fait genre ça a aidé tellement de Elle personnes a autour de ouvert moi beaucoup que de portes et même des fenêtres. bah, c'est je ça pense. quoi, genre et il y a des trucs qui il y a des images hyper fortes, hyper belles qui me parlent de ouf dans son cinéma, vraiment de très fort quoi. Comme par exemple ce frottis de coude dans le portrait. Alors j'aurais pas pensé à ce frottis de course, de coude, j'aurais pensé aux images hyper fantastiques, hyper gothiques au bord de la mer avec le rapport à la nature, le rapport à juste au film historique, à ce truc vraiment drama, vraiment opératique quelque Ces part, robes. profondément queer et tout, ça me parle de ouf évidemment et c'est hyper fort, enfin juste Bah, du coup, la question suivante est un peu désamorcée. Yes We Can, No We Cannot, Bimboland, chef-d'œuvre incompris selon ça moi date de du quand cinéma français, début des années 2000. C'est Judith Godrèche qui est ethnologue et en fait la communauté en Papouasie qu'elle étudie, en fait, elle découvre qu'ils boivent du Coca-Cola et du coup c'est C'est plus vrai oui, c'est plus une communauté hors du monde, etc. Du coup, elle doit trouver un nouveau sujet sur sa thèse. Elle et décide- Amanda Lear, elle fait quoi dedans? J'y reviens. Et Judith Godrèche décide donc de faire sa thèse sur les bimbos de Nice en Incroyable. s'infiltrant C'est ouf. et en devenant elle-même bimbo. Et c'est le film dont vient l'une de mes citations préférées. Où il y a, comment elle s'appelle la meuf là? Bref, une femme très belle qui s'en va et qui dit eh bien, moi je m'éclipse comme le soleil. Yes We Can, No We Cannot, The Substance, de Coralie Farja. Waouh, mais en fait c'était ça. Tu c'est réponds. pas- Ah, Can ou on n'a can pas ou peur, cannot? on n'a pas peur Can d'être ou le cannot? scandale. Hein. Je fais une réponse constructive, je peux? En gros, Alors tu peux, mais t'es pas obligé. Hein. non, en vrai, bah moi je trouve Tu cannes que... ou tu canottes? Non, en vrai, je canote quand même pas mal, mais ça m'a
tellement ému en fait récemment de revenir sur. Je suis beaucoup tombé sur tous les making-of, toute la lutte pour faire un film comme ça en France et de cette manière et juste l'énorme pied dans la porte qu'elle met pour tout ce que j'ai envie de faire et tout ce qui me C'est pas parle. un pied à ce stade. vraiment- Non, c'est énorme. C'est une voiture bélier. De ouf. Et ça, c'est dommage que moi, ça passe par un truc que je trouve avec des rhétoriques vraiment profondément transphobes sur comment tu parles d'un corps et de son rapport à la chirurgie, comment tu parles du rapport à la modification de soi-même, Enfin, j'ai grandi avec les takes du cinéma de Cronenberg pour ça et ça m'a vraiment fait bizarre de voir son cinéma autant cité et autant faire une sortie de route sur les questions de la chirurgie, les questions de la modification de soi-même et le rapport à la féminité à ce point-là. Enfin, ça m'a vraiment fait du mal. Et moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est d'avoir, parce que du coup, j'en avais parlé après, et c'est d'avoir plein de retours de sœurs qui me disaient, en fait, suite à ça, j'ai remis en question mes opérations, j'ai remis en question mon rapport à mon visage. Et en fait, ça m'a mis dans une colère folle, vraiment. Parce que moi, j'avais un peu un rempart par rapport au film, parce que je trouve sa rhétorique vraiment bas de plafond. Mais juste que ça puisse aller affecter à ces endroits-là, vraiment, ça me met en colère. Après, le fait de formellement mener un tour de force pareil, c'est ouf. Mais ça n'excuse pas ça. Mais on encouragera Coralie Farja à aller lire Julia Serrano, par exemple, De ouf. ou à se former, et peut-être qu'elle évoluera, on ne sait pas. Yes, we can, no, we cannot. Raphaël Quenard. No, we cannot. Allez, on Voilà. avance. Ça Et dégage. c'est bon, on a suffisamment parlé de lui. Yes, we can, no, we cannot. Kristen Stewart. Yes, we can. We can, yes. Ah, parce que apparemment son film c'était pas très bien. De Ouais, mais chronologie on of l'adore. Water. Et encore une fois, j'étais pas à Cannes. Non, j'étais pas. Yes, we can, no, we cannot. Xavier Dolan. Allez, no, we can't. On avance. No, we cannot. Oh my god. Polémique. Waouh, elle a pas peur. Hein. Ces takes ont été menées d'une main par. Elle a vraiment Ah. dit PDT, toi. Mais non, mais je veux dire, ça a été. Ça a déjà tellement été. Enfin, grave. Après, cela dit, on s'est fait la réflexion récemment avec des copines que Laurence Nyouez est sûrement. Non, Tom à la ferme, quand même, mais quand même son meilleur film. Mais bon, enfin. Ah, moi, j'adore Juste la fin du monde. Ok. J'adore. Mais t'as le droit à tes opinions. Audacieux. Yes, we can, no, we cannot. No, we cannot. Jacques Audiard. Ah putain, j'en ai parlé. No, Eh, on a nos sources. no, we cannot. Comment vous avez pas... Eh ben, Bah, on te suit sur les réseaux. Instagram, exactement. Mais j'en ai pas parlé du tout. À Sur Saint-Gaudens. J'en ai jamais. Si t'en as parlé en Non, story. mais t'as dit qu'il était passé à ton cinéma. Non. Ah, c'est bon. pas grave. Ah, Attends, c'était c'est une fake news. C'est quoi la question? C'est les frères Dardenne? Non, c'est Jacques Audiard. c'est Jacques Audiard. Ouais, bah no, we cannot. Non, oui. Mais les frères Dardenne non plus. Oh là, ouais, ça va me... Oui, et c'est ça. Et l'autre question, c'était yes, we can, no, we cannot. Donner tous jamais les plus prix. pouvoir déposer un seul film en commission après ça. C'est Non, mais on n'est pas en horrible. Belgique ici, hein. Une fois. Enfin, et Jacques Audiard. Non, mais Carla Sofia Gascon, quand même, quelle femme. Hein. Je sais pas si vous avez vu son Letterboxd fort. Il y a Letterboxd qui lui demande le top 4 de ses films. Il n'y a pas un truc hyper cœur. C'est quoi déjà? C'est Indiana Jones et 3 Star Wars. C'est iconique. Et elle dit ça très premier degré. Hein. Et pour ça, je pense qu'elle est valide et légitime. Yes, we can, no, we cannot. Isabelle Adjani dans Possession. Yes, we can, mais puissance 1 milliard. Vraiment, on parlait des femmes déviantes. Qu'est-ce qu'elle nous a aidés et vraiment qu'est-ce qu'elle nous a proposé. Enfin, vraiment, elle m'aime trop. Offert. Offert, parce que vraiment, c'était presque contre sa volonté. Et c'est, Bah, ça elle n'a l'est, pas en l'air fait. au top hein, dans Ça le l'est, film. bah oui. Enfin, ça l'est. Elle dit que de toute façon, elle le dit cash que c'est un rôle qu'elle a laissé lui échapper. Littéralement, elle dit qu'elle a donné quelque chose sur le plateau qu'elle n'aurait pas voulu donner. Enfin, bref. On l'a. En plus, à l'époque, elle devait faire semblant de ne pas être arabe. Enfin, faut Ouais, se ça fait rappeler, beaucoup, faut se hein, rappeler de ouf. qu'à l'époque, Isabelle Adjani prétendait ne pas être arabe. Hein. Et C'est ça, vrai. moi, ça me travaille un peu. Comment, pour atteindre un certain niveau de célébrité, faut dire non, je suis juste ethnique. Et pour continuer cette séquence Actu Cinéma Festival de Cannes, j'ai pour ma part vu plusieurs films de la sélection officielle cette semaine, grâce à la reprise de la sélection officielle organisée dans plusieurs cinémas, oui. À Paris.
à Paris, des séances où se retrouvent presque exclusivement des gens qui flirtent sur Letterboxd et qui sortent leur carte UGC pour payer et bien te faire comprendre qu'ils sont cinéphiles. Alors, j'ai pas vu la Palme d'Or. Moi, je l'ai vu. Et Moi, alors je l'ai vu. Et bah, plus Ouais, déjà, la radical. palme. Putain, je sais plus, c'est quoi Un La simple meuf, elle est accident de tellement Jafar Panahi. déconnectée. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est le film de Jafar Panahi qui est beaucoup plus radical que ses précédents et qui, franchement, pour une palme politique, eh ben, il l'a pas volé. Franchement, c'est honnête. Je pense que ça va marcher. Je pense que ça va plaire aux gens. Ça sort Bah, quand merci Juliette. Je sais pas à quand la fin ça de l'été, sort. je crois. Ok. Et donc ma conclusion Moi, je sur suis le très- cru. Je vais me faire un petit détour parce que on parle beaucoup du Festival de Cannes. Toutes mes plus grosses attentes, c'est vraiment Berlin cette année. C'est On sait Lucie que- Ladzialovic. On sait que t'es au-dessus, Oui, non, mais c'est pas ça. Laurence. C'est pas On ça. chronique l'actu, on On sait que tu vas l'actu. plus loin En que fait, nous. c'est pas ça, c'est que c'est des films de genre et qu'il y avait très peu de films de genre à Cannes cette année et Eh que oui. je suis à la recherche de ça et que Il y avait Big Gun Résurrection que j'ai vu. j'ai trop hâte de le J'ai voir. dormi 45 minutes devant et j'ai adoré. J'ai trop hâte. Non mais premier degré, je suis Mais juste, sincère. vraiment, j'ai fait une sortie de route là-dessus parce que récemment, on parlait encore de Jean Rollin et à ce truc on parlait aussi de Moki. J'aimerais trop qu'on parle de Jeanne Moki, Rollin. de Jeanne Rollin. Jean-Pierre. Et on parlait de Jean-Pierre Mocky aussi. J'aimerais trop qu'on en reparle parce que franchement, la filmographie de Mocky, quand on va avoir la relecture qu'on doit avoir Et le dessus. caméflex, quand Enfin, même, la vidéo non, avec mais- le caméflex. Oui, de ouf. Mais Mais juste. c'est dur de voir la globalité de la filmographie Ah de bah, Jean-Pierre non mais Mocky, hein. attends, en fait juste la force de frappe d'un cinéma comme ça en France sur des succès publics, en fait d'aller filmer. Ça a marché. Bah attends, les Il y a films de des Mocky gens ça qui ont vu marchait des hyper films de bien, mais Mocky. bien sûr il y a Ah ouais des succès énormes dans ça, il y en a plein en plus. Et en fait Ignorante. et la répercussion à la télé, le fait qu'en fait tous ces sujets ils les fassent exploser en France avec la force de son cinéma. Y a-t-il un Français dans la salle? À mort l'arbitre, un drôle de paroissien, enfin juste tout y passe en fait. Le pouvoir, l'Assemblée nationale, l'Église, la sexualité. Et en fait, qui a cette force de frappe à ce moment-là dans le cinéma français? Mais Laurence pour, Saint-Gaudens, peut-être. Tu viendras nous faire un débrief de Non, la mais- Berlinale. Attendez, en fait, je fais, Non je mais fais en ce fait, détour Laurence, parce que- je suis désolé, là on va le vocaliser. La France exige ton ciné-club. Bah oui, Non, mais- là, il mais- faut. Mais En ça vrai, fait je voudrais des juste- années qu'on en parle, n'est-ce pas? Dans le public, tout le monde lui dit, Laurence, qu'attends-tu? Tu veux pas sauver le Luminor à toi toute seule? Et comme à chaque fin de festival, il y a évidemment une conférence de presse. Et pour ce faire, nous avons deux questions spécialement pour toi de la part de tes deux actrices fétiches, Laurence, Léo Landon-Barré et Rose Walsh. Alors, on écoute la question de Léo. Léo, qu'on peut voir sur les planches jusqu'au 22 juin au Théâtre de la Tempête, Oui, dans avec la pièce une pièce Bonne qui lui de Louise ressemble. Herrero. Une pièce qui lui ressemble. Alors, c'est parti pour la question de Léo. Bonjour Laurence Saint-Gaudens, je suis en train de promener mon chien et je me posais une question sur votre cinéma et la cinéphilie qui l'inspire. Alors voilà, j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup puiser vos influences dans des films à la morale extrêmement douteuse qui flirtent toujours, déjà qui flirtent toujours et ensuite qui flirtent toujours avec l'interdit, le crime et le maladif, voilà, en termes de morale, quoi. Et à ce propos, je voudrais savoir si vous pouviez expliciter votre passion pour Catherine Breillat. Merci d'avance et bonne soirée. Bah, merci pour cette question, Léo. Catherine Breillat, pour celles qui ne connaîtraient pas, est une réalisatrice française à la répétition, disons, sulfureuse et aux prises de position, disons, plutôt polémiques sur le féminisme, il me semble. Une femme aussi vieille qu'elle est scandaleuse. Elle a notamment réalisé Romance avec Rocco Siffredi dans les années 90. Et son dernier film est l'été dernier, selon moi, Chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre avec une performance extraordinaire de Léa Drucker. Grave. Tu peux nous expliquer alors ta passion pour Catherine Breillat? Ma passion pour Catherine Breillat, c'est là, je suis retourné récemment et j'ai relu sur son cinéma récemment. Ce que je trouve fou, c'est que oui, je me suis beaucoup construite, j'en viens, mais genre, ça, je sais pas, ces dernières années. Autour autour des échanges avec les sœurs autour de moi et mon rapport à ma psychologie, mon intimité et tout, qui était de vraiment, j'en ai marre. En fait, ça fait des années que toutes les féminités déviantes qui viennent corréler, être des facteurs d'identification pour moi, je les retrouve tout le temps jugées sur pièce, jugées sur des critères moraux, etc. En fait, qui questionnent vraiment le rapport qu'on a à la performance féminine, qui n'est pas une performance cis. Enfin, bref, je sais pas si c'est clair ou pas, mais
Mais Et c'est en pas fait- trans, Catherine Breillat. Non, mais si attends, j'y viens parce qu'en fait, c'est des rôles de femmes et en fait, c'est des rôles de femmes qui sont complètement hors tout critère de féminité normative et qui sont que des rôles de femmes déviantes dans leur rapport au sexe et dans leur rapport au corps, qui ensuite vient questionner des rapports à la famille, à constituer famille, à constituer, qui sont les mêmes rapports que Adjani elle a dans Possession, enfin le rapport à porter un enfant, en fait, c'est que des et en fait tous ces rôles de femmes, en fait, je m'en fiche complètement la question morale de c'est bien, c'est pas bien et tout ça, c'est une question intime que chaque personne va. Le fait est que, il y a un courage de proposer ces visions-là de la féminité, en fait, qui vont aller trouver une répercussion à des endroits comme d'autres pour plein de meufs qui m'aiment réellement. Et moi, il y a tellement d'endroits où, en fait, et à dans l'âge auquel elle l'a fait aussi, d'ailleurs, vu qu'elle a fait très Mais jeune de comme ouf. très vieille. Et en fait, moi, là, je parle de moi, mais genre récemment, j'ai parlé de une vraie jeune fille avec des amis et j'ai eu des rapports qui m'ont. Alors, une vraie jeune fille qui est, moi, le film d'elle qui me parle le moins personnellement, mais c'est pas un film que. Voilà, c'est un film, j'ai pas d'avis dessus. C'est son particulièrement. premier, non Je sais non pas, non, c'est pas. C'était des années 70, non? C'est ça, hein? Je sais même plus. Mais, c'est son premier film, il me semble, ouais. Mais en tout cas, j'ai eu Il est assez courageux En fait, quand ça même m'a pour tellement l'époque, touché d'avoir des retours. En fait, c'est pour ça, moi, que ça compte. C'est en fait d'avoir des retours autour de moi de personnes qui me disaient, mais en fait, heureusement que j'ai eu ce film-là, heureusement que j'ai eu cette vision de la féminité-là, parce que juste, je m'y identifie profondément, en fait, et ça fait écho à. Je sais pas. En fait, je pense à film Une vraie jeune fille, et là, dans ma tête, c'est trop bête comme parallèle. En fait, j'ai des images des clips de Mylène à certains endroits où en fait, Il n'y a rien de bête là-dedans. t'as comme ça des images en fait, genre sur toutes les rats sans contrefaçon, etc., de femmes perdues dans des rapports femmes-enfants, femmes-objets avec des figures d'hommes autour dans des paysages hyper, de nature et tout, assez gris, tout ça. Enfin, je sais pas, les deux images elles se collent assez bien dans ma tête et c'est la même chose en fait. Ces images elles ont été tellement fortes moi quand je les ai reçues en fait. De voir ces féminités-là exister à ces endroits-là, à un endroit d'androgyné pour Mylène Farmer, comme à des endroits de rapport beaucoup plus... c'est pas dans ma tête, c'est clair. Ok. La femme scandale. Et on a donc une autre question avec Rose Walls, qu'on peut voir notamment dans Vision d'acide, un de tes courts-métrages qui est très très beau. Rose, une question pour Laurence, Oui. qui est dans la salle. Rose. Coucou. Bonsoir, Laurence Saint-Gaudens. Déjà, je voulais souligner le truc de genre lire Julia Serrano que tu as dit babouche babouche, parce que je voulais juste genre remarquer que genre toute la conversation qu'on a genre autour de l'art de Laurence et tout, ça a grave rapport avec la transmisogynie parce que genre c'est un concept du coup que Julia Serrano a développé et qui en fait implique le fait que genre la haine de ce qui est trans, c'est à la fois la haine de ce qui est déviant et de ce qui est femme. Et du coup, genre, c'est un truc en mode, les femmes déviantes, genre, replacer cette image dans des lumières positives et des perspectives positives, c'est genre tout un chantier, mais genre d'émancipation de l'humanité tout entière, qui est genre que Laurence mène de façon très diligente. Oui. Est-ce que je peux juste ajouter sur cette lignée parce qu'en fait, c'est grave vrai et c'est un truc sur Nos lèvres sont les miennes qui est hyper, qui est à tous les endroits. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce truc de femme déviante aussi, dans Nos lèvres sont les miennes, il y a un truc qui saute aux yeux et dans tous ces rôles-là et tout, c'est qu'il y a un truc aussi de rapport à la blanchité. Et évidemment, en fait, tout ça, c'est traversé par un prisme de cinéma très européen et très américain. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, récemment, c'est un autre truc que j'aimerais beaucoup. Je reviens sur Nos lèvres sont les miennes. C'est un des trucs qui existe beaucoup dans le film, qui forcément, en fait, quand tu montes toutes ces images, et qu'en fait, tu as tous ces visages qui au final se ressemblent et sont tous les mêmes, et en fait, tu questionnes ce rapport à la folie, qui est une folie de femme blanche aisée, qui est aussi... de se faire un petit détour. Qui s'invente beaucoup de fantasmes autour de la violence et du sexe et tout. Et en fait, récemment, c'est des films que j'aimerais beaucoup montrer en ciné-club. J'ai connecté avec d'autres films qui ont... Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut ce ciné-club. Ouais, On l'attend. bref. Non, mais là, récemment, je suis obsédé par un film qui répond aussi à plein de questions que tu soulèves là, Rose, de rapport à la déviance et tout. J'aimerais tellement montrer Ganja and S, mais de toute façon, on va le montrer dans le cadre du FFF. Voilà, c'est une petite exclue. Les premiers pas du ciné-club. Ganja and S.
Et enfin, genre, ça m'a bouleversé. Enfin, je pense que c'est un de mon dernier gros choc récent. Et en fait, tout ce rapport au fantastique, au corps, violenté, au corps, à la déviance et tout. C'est très rare d'avoir que ça soit traversé hors le spectre d'un truc très blanc, quoi. Et j'ai trop hâte qu'on voit ce film sur grand écran. Bref. On a hâte aussi. Rose, ta question. Oui. Et donc, pour continuer dans le spectre politique, je me souviens d'une conversation qu'on a eue il y a un moment maintenant, où on parlait du génocide à Gaza et en Palestine. Et tu disais que tu avais du mal à concevoir l'idée de faire de l'art pendant cette période-là, comme si c'était un peu inutile face aux atrocités qui se passaient dans le monde. Oui, je plombe l'ambiance. Mais je voulais te demander, est-ce que ça a évolué depuis? Comment c'est ton rapport à ça maintenant? Et qu'est-ce que tu donnerais comme rôle à l'art dans nos sociétés? Franchement, c'est ouf parce que là, ces derniers temps, j'écris tout le temps des grandes takes dans mon téléphone et juste, c'est trop ouf. Enfin, vraiment, t'es dans ma tête parce que là, il y a genre 2 jours, j'avais une note de 4000, qui tournait grave, juste parce que j'avais un truc hyper vertigineux. En fait, c'est exactement la take de Nos lèvres sont les miennes. C'est en fait juste d'évoluer avec un trop plein d'images violentes et du coup, en fait, juste j'écrivais un truc à ce propos-là dans mon téléphone parce que juste le sentiment, c'est un vertige et en fait, j'arrive pas vraiment, moi, j'arrive pas à me détacher du truc, que je trouve ça trop ridicule de faire ce que je fais. Même le rapport à la violence et tout d'exposer du coup une certaine violence, une certaine des corps violentés, de venir questionner cette violence et tout. Alors après, c'est des questions de... Enfin bref, il y a un tunnel là, en fait, c'est hyper vertigineux, il y a tellement pas de réponse, il y a tellement pas de juste, je vais me concentrer sur cette longue note de question du rapport aux images, mais vraiment, il y a tellement pas de... il y a tellement pas rien à dire là-dessus, quoi. Mais justement, regardons vers l'avenir. Et tu nous as dit que tu préparais 2 fictions, l'une érotique et l'autre médiévale, mais aussi on va te voir en tant que comédienne dans une prochaine création de Nance Laborde-Jourda au Théâtre National de Bordeaux. Au théâtre. Au théâtre, donc une nouvelle aventure. Comment tu peux nous en dire plus un peu sur toi en tant que comédienne de théâtre et sur tes 2 prochains projets? Les Un petit pitch rapide, tu vois, pour boucler. Les 2 prochains projets, c'est... y a un film, en fait, je peux dire les titres, mais en fait, à chaque fois qu'on donne les titres, c'est des films qui se font pas. Mais en gros, là, je travaille sur un film qui s'appelle Shelter Full of Rain, qui est du coup une romance entre Léo et Rose ici présente. Une romance hyper érotique sur laquelle je me questionne énormément. Parle-t-on vraiment de pluie? Ouais, vraiment beaucoup, et sur laquelle donc c'est un film que je coécris avec Noé Margras avec qui j'écris depuis une petite année, un peu moins. C'est la première fois que j'écris avec quelqu'un et je questionne vraiment le rapport. C'est un film fantastique traversé par un profond rapport à l'érotisme et genre quasi porno, et du coup là je suis vraiment en train de faire le jeu de ce que j'ajoute, ce que j'enlève dans le dossier, parce que c'est très 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 érotique et je sais pas jusqu'où on peut aller, mais Et le théâtre? Comment tu approches l'autre film médiéval? Non, l'autre film, c'est un truc un peu plus récent, mais c'est un texte médiéval qui m'a trop touché, et je me suis dit que je voulais... qui m'a été beaucoup inspiré aussi par le travail que je fais au théâtre avec Nance Laborde-Jourda, parce que ça alimente énormément mon rapport au jeu et à ce que je demande dans le jeu avec les personnes avec qui je travaille. Et j'ai aussi joué dans un cours là, ce début d'année. Et en fait, ça a alimenté, ce travail avec Nance a beaucoup alimenté ce texte. J'ai trouvé ce texte médiéval et j'ai eu envie de l'adapter en région Occitanie, région du coup dans laquelle est ancrée, dans laquelle beaucoup de choses de la pièce de Nance s'ancrent, parce qu'il est question de Moyen-Âge, de chants occitans en vieil occitan, de retravailler des figures
de femmes trans issues de la mythologie pyrénéenne très chère à Nance. Voilà, bon, c'est plein de trucs. Trop bien. Le Moyen-Âge est un peu au milieu de tout ça en suspens. Et j'ai trouvé un texte hyper beau que je veux trop adapter. Voilà. Génial. On N'en a disons hâte. pas plus pour le moment. Et oui, on sera là. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Laurence Sagodin d'être venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Vous pouvez suivre le travail de Laurence sur son site internet et sa page Instagram, et aussi venir au Festival du film de Fès qui se déroulera du 20 au 29 juin dans plusieurs salles de la région parisienne. Avec la fête le 24 avec Screen Queens au point éphémère. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Étienne de Veilly pour les photos. Merci à Ous pour la régie. Ouais, et vu qu'il y a eu pas mal de références, on va essayer de vous mettre ça sur les réseaux. Sur les réseaux, de ouf, pour Voilà. partager le puits de connaissances. On vous donne rendez-vous le vendredi 20 juin pour le prochain et dernier numéro de la saison. The Final. The Final. Une soirée de fête, puisqu'on enregistrera un épisode et on enchaînera sur des DJ sets, évidemment, dans la cave des Souffleuses. On vous donne cette fois-ci rendez-vous à 20h30, à mon avis, pour l'enregistrement de l'épisode avec notre invitée 100% copine et 100% souffleuse. Vous avez déjà entendu son nom mentionné plusieurs fois, je crois, dans les derniers épisodes. Il est DJ, organisateur de soirées, programmateur des Souffleuses. C'est une figure incontournable de la Parisienne. Et c'est mon ami, Pipi de Fraîche sera avec nous. Et on continuera entre plumes dans le cul. Si vous écoutez le podcast ou que vous êtes de passage à Paris et que vous n'êtes jamais venu aux Souffleuses, c'est le moment de venir nous rencontrer et de taper du pied. On fera la fête jusqu'à 5h du matin avec des DJ issus du public régulier du Masque et la Plume dans le cul. Passez une très belle soirée, un très beau mois de fierté à tous. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée. Bisous. Margaret